Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jugano, on est sur Warforge et ça y est, on est de retour sur YouTube, de retour sur la chaîne après les vacances, hein, voilà, parce qu'en mois d'août, pendant le mois d'août, j'ai été en vacances. Après la maladie aussi, j'ai été malade pendant une bonne semaine là, ça a été compliqué. Je commence à aller mieux. Je pense que ça s'entend dans ma voix que je suis pas encore complètement remis, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et donc voilà, c'est le temps, il est temps pour moi de reprendre les vidéos, de reprendre ma petite aventure comme ça sur YouTube. On va parler de Warforged, on va parler des nouveautés, de ce qui s'est passé récemment et tout. On va y aller étape par étape. Dans cette vidéo, on va parler, on va faire le bilan de ma saison du coup du mois d'août, la saison qui vient de se terminer. On va commencer par ça. Et puis après, il y aura d'autres vidéos qui arriveront dans les prochains jours pour faire le bilan du coup du point de vue du Meta Report, du Balance Page quand il arrivera. Le Balance Page, il n'est pas encore arrivé. Je vous parlerai aussi des nouveautés qu'il y a sur le jeu. Mais aujourd'hui, on va faire le bilan. Je vais vous montrer du coup là, voilà, ce que j'ai réussi à faire lors de la saison précédente, quel deck j'ai joué, etc. Donc malgré le fait que j'étais en vacances, j'ai quand même pu jouer sur mon téléphone et en fait, j'ai juste tout simplement joué le jeu du nouveau système de ladder. Vous avez dû voir qu'il y avait un nouveau système de ladder. J'en ai parlé un petit peu dans l'onglet communauté de la chaîne, il me semble. Et donc en fait, voilà, on est fortement encouragé à jouer toutes les factions du jeu, les 12 factions différentes du jeu, parce que les 10 premières victoires qu'on va faire, du coup, avec chacune de ces factions, va nous donner des points bonus. Et du coup, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai la chance d'avoir une collection assez complète, enfin quasiment complète hein, même d'ailleurs, et du coup bah, j'ai joué toutes les factions, voilà, j'ai eu la possibilité de jouer toutes les factions, j'ai fait les points bonus tranquillement à mon rythme, voilà, pendant les vacances, et de manière très étonnante et très spectaculaire, ça m'a permis de me classer directement dans le top 10, et j'ai finalement terminé top 11 à la fin de la saison du mois d'août. Alors j'étais très étonné de voir ça, parce que j'ai vraiment pas cherché à jouer compétitif, hein. J'ai juste fait mes points bonus juste comme ça, tranquillement, à mon rythme, mais j'ai quand même eu un assez bon taux de victoire, hein. J'ai fait assez peu de défaites et du coup bah, j'ai gagné des points, plein de points et tout. Il y a aussi un truc qui, je pense, a fait que je me suis retrouvé vraiment dans le top du classement, c'est que j'ai commencé à jouer, je pense, un petit peu après tout le monde, parce que moi, j'attends toujours la sortie du balance patch, si vous voulez, au début d'une saison pour commencer à jouer. Et du coup, le balance patch, le mois dernier, il me semble qu'il est arrivé vachement tard, au moins une semaine, si c'est pas plus d'une semaine après le début de la saison. Et donc, quand j'ai commencé à jouer, bah, j'étais, voilà, mon score il était au minimum et j'affrontais que des joueurs qui avaient déjà commencé à jouer, donc qui avaient des scores plus élevés. Et du coup, en gagnant des games, bah, je gagnais des quantités de points incroyables. Parfois, je gagnais plus 70 ou plus 80 points juste comme ça. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à monter en fait mon score. Et à la fin, comme j'ai réussi à faire pas mal de victoires et très peu de défaites, j'ai très peu perdu de points, bah, je me suis retrouvé avec un score très élevé juste comme ça, juste en faisant les points bonus et tout, sans jouer plus que ça compétitif. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé top 11, donc voilà, c'est cool, c'est mon meilleur classement depuis le début de Warforge. Voilà, c'est incroyable, c'est très étonnant. Moi, je suis très content hein, d'avoir réussi à faire ça. Et donc, la petite récompense que j'ai eue avec, et ben voilà, comme d'habitude, un petit peu, c'est ben voilà, des booster packs All Armies, une carte légendaire aléatoire, des cristaux, des Blackstone et un dos de carte, un dos de carte avec un petit timer ici. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard, hein. C'est un truc plutôt négatif que les développeurs ont tenté enfin, essayent enfin, mettre en place dans le jeu en ce moment. Donc voilà, mais ça, je vous en reparlerai. Ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, voilà, je voulais vous montrer mon résultat, je voulais vous montrer mes récompenses, et je vais vous montrer les decks que j'ai joués du coup lors de cette saison. Donc, on va faire comme ça et comme ça, voilà. Et on va aller voir les decks. Donc, alors il y a pas mal de choses à dire parce que du coup, comme j'ai joué les 12 factions, eh ben, je vais devoir vous montrer 12 decks différents. Donc ça fait beaucoup. Je vais passer assez vite sur les différents decks pour pas que la vidéo dure 3 heures, hein, d'accord? Il y a certains decks dont j'ai déjà parlé en fait dans d'autres vidéos et à ce moment-là, je vous mettrai une fiche ainsi que le lien de la vidéo en description. Et puis, bah, sinon, voilà, je vais essayer de vous donner quelques explications là comme ça. Et voilà, et on va voir on va voir ce que ça donne. Donc, c'est parti. On va commencer avec. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà, on a les factions. Comment dire? Quand on regarde dans les filtres, on a l'ordre des factions, un certain ordre de factions qui est indiqué comme ça.
Je vais suivre le même ordre et on va juste faire les choses comme ça, voilà. Donc, on va commencer avec les Ultramarines. J'ai joué ce deck-là, un deck Calgar Véhicule Tempo, un deck que j'ai déjà présenté en vidéo, alors pas exactement ce deck-là, une version un petit peu différente que j'ai modifiée depuis. Donc c'est un deck qui joue les véhicules, qui va jouer les cartes importantes qui synergisent avec les véhicules, donc le Tech Marine, Antaro, Battlefield Supremacy, et qui va jouer aussi des véhicules comme le Predator, le Redemptor, Dreadnought et le Executioner. Et puis en early game, on va aussi avoir le Landspeeder qui est très important. Et on a aussi du coup il est où? Le Impulsor ici, Outrider aussi en early game. On n'a pas énormément de véhicules, je veux dire, il n'y a pas que des véhicules dans le deck, hein, d'accord? Il y a les véhicules qui me semblent, moi, les plus importants, et après on a d'autres cartes intéressantes dans le deck. On a les Inceptors, on a les Honor Guard, etc. Voilà. Et donc c'est un deck tempo, voilà. L'idée, ça va être de prendre le contrôle du board et de le garder, et c'est comme ça qu'on va gagner. Ça va être notre condition de victoire principale. Et après, on a la possibilité, avec certaines cartes, d'avoir une condition de victoire secondaire. On a Avenging Zeal, hein, par exemple, qui marche bien dans ce deck-là parce qu'on a beaucoup d'unités avec Codex et on a même notre Warlord avec son talent qui peut activer Codex et qui peut donc réduire le coût de Avenging Zeal. Donc, Avenging Zeal, c'est une carte qui marche bien ici et qui nous donne une possibilité de gagner en plus, donc que celle de base avec nos gros véhicules que l'on joue en tempo. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur un deck très similaire à celui-là, vous pouvez aller la voir, comme ça j'explique un peu plus en détail comment ça fonctionne. Il y a aussi du gameplay dans cette vidéo, et j'avais, il me semble, reparlé un petit peu de ce deck-là aussi dans un post que j'ai fait pendant le mois d'août, hein, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je vais pas vous en dire plus du coup pour le moment. On va tout de suite passer au deck suivant. Et donc là, il s'agit d'un nouveau deck dont j'ai jamais parlé encore sur la chaîne. Alors si, j'en ai parlé brièvement dans un post pareil que j'avais fait pendant le mois d'août. Mais c'est un deck, c'est la première fois moi que j'avais joué ce deck-là. C'est un deck Beast, un deck avec le nouveau Warlord des Orques Morgrim Beast Boss, ok. Alors ce Warlord là, en fait, c'est un Warlord qui est fait pour jouer avec les cartes qui sont des Beasts, hein. Donc par exemple, non pas celui-là, mais celui-là, voilà. Il y a un certain nombre de cartes dans les orques qui vont avoir ce trait ici, Beast, ça va être des unités d'infanterie, ça va pas être des véhicules, ça va être des bêtes à la place. Et on a ce Warlord là qui joue très très bien avec ces cartes là, puisque à chaque fois qu'on va déployer une Beast, notre Warlord il va gagner plus 1 en mêlée, et il a aussi un talent qui va lui donner également plus 1 en mêlée, et qui va nous permettre d'avoir cet effet là, Slay, pioche une bête de notre deck, ok? Donc, avec notre Warlord et notre talent, on est capable d'aller chercher, d'aller piocher les bêtes qui sont dans notre deck. Et donc, on va utiliser ce moteur-là de pioche, justement, pour aller chercher les cartes dont on a besoin. Alors, ce deck-là en particulier, ça va être plus un deck contrôle, hein, ça va pas être un deck agressif, ça va être un deck contrôle dans lequel l'objectif, ça va être en fait de jouer cette énorme bestiole ici, le Gargantua Squigoth. Ah, donc voilà, il est absolument énorme en termes de stats, il coûte extrêmement cher, il a plein de petits effets sympas, dont un effet de rallye qui va stun un ennemi ainsi que les unités adjacentes, donc il va stun 3 ennemis au maximum au total. Donc une carte extrêmement forte, et donc le truc c'est qu'en général, si on arrive à jouer cette carte-là et que l'adversaire n'arrive pas à répondre, en fait on va gagner la game, et c'est exactement ça qu'on va chercher à faire. Et pour réussir à jouer cette carte-là, en fait, eh bien l'idée ça va être de survivre, du coup, d'aller la piocher avec le talent de Morgrim, ou alors avec une autre carte qui s'appelle... non, pas celle-ci, elle est où? Voilà, Thundering Stampede. Donc voilà, c'est un stratagème qui nous fait piocher une bête et qui, en plus de ça, réduit le coût de toutes les bêtes qu'on a dans notre main de 1. Et donc grâce à cette carte-là, et aussi avec le talent de Morgrim, on va pouvoir aller piocher cette carte-là, on va pouvoir réduire son coût avec aussi ce stratagème, et on va pouvoir du coup jouer cette carte-là. L'idée, c'est de la jouer le plus vite possible. Si on peut la jouer à 8 énergies, on la joue à 8 énergies, sinon à 9, sinon à 10. L'idée, c'est vraiment notre objectif principal. On va avoir la possibilité de lui donner flank aussi avec cette carte-là. On a la possibilité de donner flank en fait à n'importe quelle bête, hein, qu'on va pouvoir jouer. On n'en a pas tant que ça des bêtes en réalité dans ce deck-là. On va avoir du coup le Squeak Boys. Bon, lui, de toute façon, il est extrêmement fort. Il est présent dans tous les decks orques. On va avoir, il y en a un, c'est une carte légendaire Elio. Voilà, on a celui-là aussi, qui est une bête assez intéressante, hein, parce que de gros stats, parce que potentiellement un effet de Bloodthirst,
et qui réduit aussi le coût des bêtes qu'on a dans notre main, voilà. On va avoir le Grot on Bombsquig, qui est aussi une bête, ok? Donc on a un certain nombre de bêtes comme ça, mais on n'en a pas tant que ça non plus, de telle sorte à ce que l'on puisse quand même piocher le Gargantuan du coup avec nos effets. Et après, bah voilà, l'idée c'est de jouer contrôle, de jouer des flanqueurs, de jouer des hard removal, de jouer, de faire très attention à nos points de vie. Et du coup, on va jouer du soin hein, comme ça pour justement essayer de survivre au maximum. Et voilà, et l'idée, ça va être de faire ça, de sortir le Gargantuan et de gagner la game avec. Et ça marche. J'ai réussi à faire mes 10 victoires de faction avec ce deck-là sans trop de problèmes. C'est un deck qui est pas, malgré tout, qui est pas optimisé, hein, je veux dire, c'est un deck que j'ai modifié au fur et à mesure pendant que je faisais mes games. Après, je me suis arrêté parce que j'avais atteint les 10 victoires et j'ai pas joué davantage. Mais c'est un deck qui peut potentiellement, à mon avis, être encore amélioré. C'est un deck que je vais jouer aussi là cette saison pour faire mes 10 victoires avec les orques. Et on va voir peut-être que je ferai des modifications et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, voilà pour le deck orc que j'ai utilisé. On va passer aux Eldar avec Likis, le nouveau Warlord légendaire que j'ai finalement réussi à obtenir en dépensant un jeton légendaire, hein, voilà. Donc là, on a un deck aggro, un deck agressif avec plein de petites unités ici, des petites unités avec stealth notamment. On a le Death Spinner avec stealth, on a le Ranger, on a tout ce qui est Warp Spider, Exarch, Warp Spider, non pardon, Striking Scorpion, le Warp Spider, hein, bien sûr, il est là, voilà. On a les cartes légendaires avec stealth aussi ici et là. On a les dégâts avec le Wailing Doom avec Dance of Death, Eldritch Storm, il est où le Banshee Mask, etc. Voilà, on a tout ce qu'il y a de plus agressif en fait dans la faction des Eldar. Et l'objectif de ce deck-là, bah, c'est de tuer l'adversaire le plus vite possible. Donc on attaque avec notre Warlord, on inflige des dégâts avec notre talent à moins qu'on ait la possibilité de jouer une troupe avec stealth, ou alors de jouer une troupe qui n'a pas forcément stealth, mais de lui donner stealth avec le talent de Likish, d'accord? C'est comme ça que ça va fonctionner. Et avec tous les effets de stealth qu'on a, on est vraiment capable de... Voilà, de cacher nos troupes et d'attaquer jusqu'à ce qu'on arrive à tuer notre adversaire. Faut quand même faire attention quand on joue ce deck-là, faut pas jouer en mode gros bourrin. Faut quand même faire attention à ce qu'on fait parce que malgré tout, on peut quand même réussir à se faire avoir si on fait pas attention. Donc il faut quand même jouer assez prudemment, mettre un maximum de dégâts quand on en a la possibilité, mais il faut aussi surtout ne pas négliger de gérer le bord de l'adversaire, d'anticiper aussi un petit peu ce que l'adversaire peut jouer, parce que si l'adversaire à un moment donné joue une grosse troupe et qu'on n'arrive pas à la gérer, eh ben ça va être très compliqué, d'accord? Donc il faut quand même essayer d'anticiper un petit peu, mais c'est un deck qui a quand même très bien marché pour moi, un deck très agressif et voilà, et j'ai fait mes 10 victoires sans trop de difficultés avec ce deck-là. Ok, next, Ramatech de Crawl avec les Nécrons. Ramatech Tempo Réanimation, j'ai déjà parlé de ce deck-là brièvement dans une vidéo, je vous mets ça en fiche et en description. Donc c'est un deck Tempo, donc comme avec Calgar, on va essayer de contrôler le board en jouant des troupes on curve. On a une possibilité en plus avec les Nécrons de réanimer les troupes qui se font tuer par notre adversaire si jamais les Remnants sont toujours présents. On a en plus un Warlord qui peut se booster avec son talent et donc qui peut nous aider à gérer le board de l'adversaire. Donc voilà, on a un deck qui est vraiment très solide ici. Voilà, on a vraiment une très jolie curve. On a plein de troupes, quasiment toutes nos troupes peuvent être réanimées. On a des solutions de réanimation avec le chronomancer, avec un petit réanimation protocole. On peut en avoir davantage avec Waken Dynasty ici. On a bien entendu le technomancer aussi qui peut réanimer nos troupes. Et on a accès, alors moi j'ai accès du coup parce que je suis allé la chercher cette carte-là, à la carte défensive du niveau 40 de la Forge qui nous permet également de réanimer une de nos troupes gratuitement.
Et donc, c'est en utilisant en fait, voilà, cet effet de réanimation, en jouant des troupes on curve, en utilisant notre Warlord pour gérer le board et en utilisant les effets de réanimation, en utilisant tout ça en même temps qu'on va réussir en fait à prendre le contrôle du board et à gagner la game. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans les games compliqués où on va avoir du mal à s'installer sur le board, on va avoir Tomb World pour vraiment venir dominer la game à un moment donné. Donc voilà, c'est un deck vraiment très solide qui a énormément d'outils très 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 intéressants. On a évidemment le côté Destroyer hein, avec cette carte-là, le Ophidian Destroyer et avec aussi le Scorpec Destroyer notamment, des cartes qui vont être boostées grâce à Ramatech, qui vont avoir du coup +1 en mêlée, ok, grâce à Ramatech, et qui vont être du coup d'autant plus fortes et d'autant plus galères à gérer pour notre adversaire. En fait, cette carte-là, elle nous sert de super removal avec ses 6 points d'attaque en mêlée, d'accord. Et le Ophidian Destroyer, lui, par contre, il est extrêmement fort dans ce deck-là. Si vous arrivez à le jouer et à le conserver en stealth et à le garder en vie grâce à son effet de régénération, vous allez pouvoir taper à 5 sur le Warlord adverse à chaque tour. Ça fait très 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 mal. Et donc voilà, un deck super cool, voilà, que j'ai depuis plusieurs saisons, que je joue régulièrement et qui marche vraiment très très bien. Vraiment un deck très très sympa. Ok, on passe à la Black Legion avec Abaddon the Spoiler. Donc là, on a un deck tempo à nouveau. Alors, j'ai plutôt envie de dire un deck mid-range ici parce que c'est un deck tempo, certes, mais c'est un deck qui va vraiment exprimer son potentiel en mid-late game. Donc c'est vraiment un deck mid-range pour le coup, avec les Venom Crawler, avec les Hellbrut et tout. On a une super curve hyper intéressante dans ce deck-là. On commence à 3 énergies avec le Galarons Champion et avec le Noise Marine, ok, deux excellentes troupes pour 3 énergies. On a le Chosen à 4 énergies avec le Warp Talon également qui sont deux excellents drops. À 5 énergies, on va avoir Bringer of Decay et Urkis. À 6 énergies, Dark Apostle et Venom Crawler. À 7 énergies, Hellbrut. Vous voyez, on monte en puissance à chaque niveau d'énergie. On a des troupes extrêmement solides, extrêmement fortes. On a Abaddon qui est extrêmement solide aussi lui-même avec ses 40 points de vie. Voilà, c'est un deck qui, si vous arrivez à faire une sortie plus ou moins bien on curve, en jouant des troupes solides, en les consolidant avec des Dark Pact quand on en a la possibilité, c'est un deck qui peut faire vraiment très 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 mal. C'est un deck qui marche très très bien contre Imhotep en particulier, qui est un Warlord très populaire, enfin en tout cas c'est ce que j'ai constaté, qui a été un Warlord très populaire lors de la saison qui vient de se terminer. Le truc contre Imhotep, c'est de réussir à jouer en fait un Venom Crawler ou un Hellbrut et de leur donner en fait un Dark Pact of Fate, d'accord, pour leur donner camouflage, et aussi un Dark Pact of Blood pour leur donner Vanguard. Si on arrive à faire ça, on construit en fait un mur infranchissable pour Imhotep. C'est complètement infranchissable, ingérable à jouer pour Imhotep, d'avoir des troupes avec des stats puissantes comme ça, avec de l'armure en plus, et avec Vanguard et camouflage. C'est quelque chose qui est complètement ingérable pour Imhotep, qui est d'ailleurs assez difficile à gérer pour à peu près tout le monde, hein, d'accord. Donc c'est un truc vraiment qu'on va rechercher. Et si vous arrivez à faire ça, du coup, vous allez être dans une position très 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 favorable pour remporter vos games. Un deck très solide, un deck assez classique aussi, hein, c'est vraiment la manière assez classique de jouer la Black Legion. Ça a très bien marché pour moi et donc n'hésitez pas à tester ce deck-là. Ok, on va passer au Swarmlord, une des dernières factions que j'ai jouées lors de cette saison. Je suis allé vers un build assassin que j'ai trouvé sur Discord, hein. Je crois que ça vient de Limbo ou alors de Shumachu. Donc voilà, deux des meilleurs joueurs des Tyrannides hein, du jeu. Donc c'est un deck avec assez peu de cartes légendaires comme vous pouvez le voir là. Et c'est un deck qui va se concentrer en fait sur le stealth, d'accord? Donc on a Infinite Biomorphology, on a Encircle de Prey pour donner stealth à nos troupes. On a des petites troupes comme ça qui coûtent pas cher avec Synapse qui vont nous permettre de donner cet effet de stealth ou alors d'augmenter les stats avec le talent de Swarmlord de nos troupes, de plusieurs de nos troupes en même temps. Donc l'idée voilà, ça va être de jouer des troupes avec stealth, soit en utilisant ces cartes-là, soit en jouant directement des troupes avec stealth comme le Gene Stealer par exemple, comme le Lictor, le Von Ryan, etc. D'accord? On joue des troupes avec stealth.
elles vont survivre parce que l'adversaire ne va pas pouvoir les attaquer. Et au tour d'après, on va les booster, donc avec des effets de synapse grâce à cette carte-là, et ensuite avec nos stratagèmes, le talent de Swarmlord en particulier qui donne énormément de stats à nos troupes, mais on a aussi ici par exemple Augmented Ferocity, on va avoir Hardened Biology pour booster les points de vie et donner de l'armure à nos troupes, voilà. Donc l'idée c'est voilà, donc l'idée c'est ça, je m'embrouille un petit peu, mais voilà, l'idée c'est ça. On joue nos troupes avec Stealth, ensuite on les booste en utilisant des effets avec Synapse, et ensuite eh ben, on attaque et on bourrine la gueule de notre adversaire. L'adversaire va gérer nos troupes du coup par la suite, et ce qu'on va faire derrière, bah, c'est qu'on va rejouer des troupes avec Stealth, et on va recommencer comme ça, et on va réussir de cette manière-là à écraser notre adversaire. On a plein de petits combos assez sympas aussi dans ce deck-là, notamment avec cette carte-là, le Neurogaunt. Il est super cool parce que le Neurogaunt, en fait, quand on est à 4 énergies, eh bien, on peut le jouer 3 fois, non pas en Swarm, mais 3 fois séparément, ok? Et on peut du coup donner Stealth avec cette carte-là aux 3 en même temps grâce à l'effet de Synapse. Et ça, c'est génial parce que ça nous permet du coup au prochain tour, à 5 énergies, de jouer par exemple Infinite Biomorphology avec peut-être le talent de Warlord pour obtenir une petite armée de petites troupes super puissantes. Ou alors on peut jouer d'autres troupes et utiliser les effets de Synapse pour les booster en même temps que notre Neurogaunt. Donc voilà, on a des petits combos comme ça assez sympas. On va avoir le tir en garde pour un peu de défense. On va avoir le Broadlord évidemment en finisher avec Ravenous Hunter. Enfin, voilà, des cartes très très puissantes comme ça. On va avoir Rapacious Hunger pour nous aider dans les situations difficiles. Voilà, un deck très très solide, très puissant. Alors vous voyez, je joue aussi cette carte-là ici, Apex Predator. À la base, il y avait des Adrenal Surge dans le deck, mais je trouve cette carte vachement inutile en fait, Adrenal Surge, parce qu'en fait, le truc c'est qu'avec Swarmlord, on a le talent qui fait exactement la même chose que Adrenal Surge, sauf que il donne en plus un point de vie à nos troupes. Alors, la différence, c'est que Adrenal Surge, on peut l'utiliser sur Warlord, hein, d'accord, pour augmenter les points d'attaque de Warlord. On ne peut pas le faire avec le talent, mais je trouve cette carte-là, Apex Predator, plus intéressante parce que c'est une carte qui permet de gérer un des points faibles naturels de Swarmlord, c'est-à-dire les unités adverses avec Flying ou avec des points d'attaque en range assez élevés. C'est des cartes qui sont en général très 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 problématiques pour Swarmlord et en fait cette carte-là, Apex Predator, donne une solution en fait à Swarmlord pour gérer ces cartes-là. Donc c'est une carte qui est très intéressante à jouer dans ce deck à mon avis. Et donc voilà pour le Swarmlord Assassin avec lequel j'ai fait mes victoires sans trop de problèmes, hein. C'était vraiment assez straightforward comme on dit. Et donc on va passer à la suite les amis. On va passer au tour avec le Warshaper. Et oui, le Warshaper c'est un Warlord que j'aime bien parce que c'est un Warlord agressif, un Warlord qui peut booster ses stats avec son talent et j'aime bien moi ce genre de Warlord. J'ai essayé de jouer au début, comment il s'appelle Shadow Sun, voilà, avec les Battlesuits, ça n'a pas du tout fonctionné. Je sais pas, je dois vraiment pas être doué avec les Battlesuits, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gagner mes points bonus? Et c'est finalement avec Warshaper que j'ai réussi à m'en sortir. Warshaper, c'est un Warlord que j'aime beaucoup, un Warlord assez agressif qui va jouer les unités d'infanterie hein, plutôt que les Battlesuits ou les drones. Et en fait, c'est un Warlord qui marche, les amis, qui fonctionne. J'ai vraiment bien géré avec ce deck-là. Et donc c'est un deck, voilà, un deck un peu mid-range, un petit peu tempo, voilà. C'est un deck avec lequel on va chercher à jouer des unités sur le board. On va y aller tranquille en early game avec les carnivores que l'on va jouer et qui vont revenir dans notre main en fait si on n'a aucune troupe en jeu au moment où on joue cette carte-là. On va avoir aussi les Hound qui sont malheureusement très faibles en range attack, donc il faut quand même faire très attention avec ces cartes-là, mais qui sont voilà qui arrivent en double en fait. Hein. Je veux dire, vous en jouez un, il y en a un deuxième qui apparaît directement sur le terrain, et donc c'est des cartes qui peuvent potentiellement faire pas mal de dégâts dès l'early game sur le warlord de l'adversaire. Le truc, c'est que à chaque fois, toutes ces cartes-là, ce sont des unités d'infanterie, ce qui signifie que l'on peut les booster avec le talent de notre Warlord, ça c'est très 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 intéressant. On va avoir aussi d'autres cartes en early game assez sympas. Lui, il a des stats sympas et un petit effet très 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 sympa aussi qui nous permet de renvoyer une troupe alliée dans notre main
enfin, une infanterie alliée dans notre main et de réduire son coût à 1. Donc c'est très intéressant. Voilà, on peut renvoyer n'importe quelle troupe qui aurait survécu au tour précédent pour pouvoir la rejouer avec tous ses points de vie directement. C'est très très sympa. On a évidemment le petit flanqueur ici qui est une unité d'infanterie, donc on peut aussi utiliser très bien dans ce deck-là. Euh, Souvent, il y a une carte qui est jouée avec Warshaper, c'est le Battle Suit qui a Vanguard et Shield. Mais moi, je ne le joue pas dans ce deck-là. Je préfère me concentrer plus sur les unités d'infanterie. Donc, on va avoir le Honored Ethereal ici. On va avoir le Crotox Rider qui est très très fort. On va avoir Hunter's Instinct pour invoquer encore plus de Crowdhound avec Flank. Carte en un exemplaire parce qu'en avoir deux c'est un peu trop, mais il y a des situations dans lesquelles cette carte-là elle est vraiment super balèze et nous permet de nous sortir de situations compliquées. Euh, voilà, on va avoir le Breacher Chasui qui a juste des stats énormissimes avec son effet de Vanguard très 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 sympa. Un petit Devilfish pour donner flank à nos unités d'infanterie. Voilà, un ça suffit, deux c'est peut-être un peu trop, c'est pas impossible d'en jouer deux, mais moi je suis content avec un Devilfish dans mon deck, le Flash Shaper évidemment, Aunchi évidemment également parce que c'est une excellente troupe, unité d'infanterie pardon, avec du coup avec un shield, avec un talent, enfin voilà c'est super cool. On a ici un petit Battle Suit, c'est le seul qu'on va jouer dans ce deck là, mais on le joue parce qu'il est vraiment très très fort pour le coup. Cette carte là elle est extrêmement forte. C'est une carte à la fois défensive et offensive, avec son Vanguard, avec son armure et avec ses points d'attaque assez élevés, et en plus avec le bonus de points d'attaque qu'elle va donner aux unités adjacentes, une carte extrêmement forte et en fait qui est jouée dans tous les decks de Tao en fait. Voilà, deux petits flanqueurs, enfin deux gros flanqueurs en fait, hein, le Crotox Rampager et Lone Spear. Lone Spear, elle est excellentissime cette carte-là, elle est vraiment super balèze, des stats énormes, avec un blast, avec un camouflage. Si on la joue et qu'on n'a pas de troupes en jeu, elle obtient flank, du coup le camouflage n'a plus d'importance, mais on peut écraser le bord de l'adversaire littéralement avec cette carte-là. C'est une carte extrêmement forte qui fonctionne hyper bien dans ce deck-là. Et on termine avec le Long Strike qui est également présent dans tous les decks tôt, hein, mais bon, ça c'est parce que c'est juste une carte extrêmement forte. Énorme flanqueur avec long range et tout. Et voilà, et donc ça nous fait un deck très intéressant. Un deck voilà, avec lequel on va pouvoir voilà, remplir le board, gérer le board avec nos unités d'infanterie et voilà, et venir attaquer et faire de gros dégâts sur notre adversaire. C'est un deck qui peut être un petit peu faible contre les decks qui vont avoir beaucoup d'unités avec flying, comme les Ultramarines par exemple. Dans ce cas-là, il peut y avoir des solutions comme les certaines cartes qu'on a dans les taux qui donnent Marker Light à l'adversaire. Donc il y a une unité d'infanterie qui coûte 2 et une autre qui coûte 5, il me semble, qui font ça. Donc c'est des cartes qui peuvent éventuellement être ajoutées dans le deck. Là, je ne les avais pas à jouer, j'ai voulu me concentrer juste sur le côté unité d'infanterie et tout, le côté contrôle du board, et ça a suffisamment bien marché pour moi, donc c'est très bien. Et donc voilà, c'est avec ce deck-là que j'ai finalement réussi à m'en sortir avec les taux. Alright, on va passer à la toute dernière faction que j'ai jouée la saison précédente, les Sisters. Je voulais jouer un deck Junis du style un petit peu aggro, j'avais envie de tester des trucs. J'ai testé un petit peu, ça n'a pas du tout marché, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Et je suis donc revenu à un build assez, on va dire, commun, assez classique de Junis, le Junis Control. Un deck extrêmement solide, mais alors c'est vraiment très très solide comme deck, c'est incroyable. C'est un deck contrôle, voilà, tout simplement. En early game, on va jouer notre talent pour mettre des Battle Sisters en jeu, ok? On va prier, on va essayer de gagner des points de face. L'adversaire va devoir gérer nos troupes, il va devoir nous empêcher de prier, donc il va être suffisamment occupé de cette manière-là. Nous, on va avoir quelques cartes de gestion en early game, on va avoir les Arco Flagellant, on va avoir les Hallowed Martyr, Cleansing Flames, etc. D'accord, pour nous aider à gérer le board. On va jouer tranquillement dans le game. Voilà, on va jouer notre talent, on va jouer quelques petites troupes, on va jouer quelques cartes de gestion, on va prier, on va faire ce genre de choses. Et l'idée, ça va être d'augmenter nos points de face en fait petit à petit. Le truc, c'est qu'on va avoir accès à cette carte-là. Ok, il faut qu'on la joue le plus vite possible cette carte-là dans la game pour pouvoir atteindre les 3 points de face. C'est le premier palier
en points de face qu'il faut atteindre quand on joue Junis. À partir de là, on a déjà des effets qui vont pouvoir être qui vont devenir disponibles et qui vont nous permettre de prendre davantage le contrôle de la game. On va avoir accès à Sacred Rose, par exemple. On va avoir des Sororitas Rhino encore plus forts avec les Sacred Rose Sisters qui vont booster leurs stats. On va avoir accès évidemment à, il est où? Celui-là avec des stats plus importantes, à de la pioche, d'accord? Donc les 3 points de face sont très importants. Et le truc c'est que, voilà, euh, en jouant ces cartes-là, en jouant nos grosses troupes légendaires comme Astrid, Turga, Adélaïde et tout, en fait, le truc, c'est que on va réussir, sans trop de problèmes finalement, à augmenter nos points de faith. On va monter tranquillement voilà, à 5, 6, 7, 8. Et une fois qu'on va être à 7, 8, eh ben, c'est fini en fait. La game, elle est finie. On va pouvoir à un moment donné construire un board immense en utilisant le talent de Junis, en utilisant Secret Rose, peut-être un Rhino ou je ne sais pas quoi, d'accord. On va utiliser Beacon of Faith pour donner plus 1, plus 3 à toutes nos unités. Et en fait, à partir de là, ça va devenir vraiment beaucoup trop compliqué pour notre adversaire de gérer, de revenir dans la game. Et en fait, on va gagner de cette manière. On va gagner en prenant le contrôle de la game, en prenant le contrôle du board, en mettant en jeu un board qui va être juste trop fort pour notre adversaire. On va avoir voilà, plein de cartes extrêmement puissantes en late game aussi avec l'exorciste qui va complètement oblitérer le board de notre adversaire. Pareil avec Divine Intervention, d'accord? Avec les 8 points de face, on détruit toutes les troupes ennemies, juste comme ça c'est fini. Voilà, on va avoir un petit hard removal en plus ici. On va avoir de l'armure avec Triomphe de Sainte-Catherine. Enfin voilà, je veux dire, on a énormément de cartes extrêmement puissantes comme ça. On va avoir assez peu de difficultés, comme je disais, à augmenter nos points de face comme ça tranquillement pendant la game, jusqu'à ce qu'on soit capable de jouer ces cartes-là, et ça va aller tout seul. Voilà, c'est un deck qui fonctionne vraiment étonnamment bien, qui est pas très difficile à manier, hein, c'est ça que je veux dire. Et c'est un deck qui marche super bien, qui est très 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 solide. Le point faible principal que j'ai vu de ce deck-là, ça va être les decks très agressifs. Les decks aggro qui sont capables de générer beaucoup de dégâts assez rapidement dans la game. C'est des decks qui peuvent vraiment nous mettre en difficulté parce que, voilà, comment dire, si au tour 6-7, on est déjà en dessous de 20 ou de 15 points de vie, ça peut vraiment être compliqué pour le coup. Mais voilà, en dehors de ça, c'est un deck qui va super bien marcher. Alors après, si la méta devient très agressive et que vous avez du mal à jouer avec un deck de ce type-là, vous pouvez ajouter des cartes avec Vanguard. Vous pouvez ajouter par exemple le drop 3 que je n'ai pas ici qui est avant-garde. Vous pouvez ajouter le drop 6 qui est avant-garde avec de l'armure aussi. On peut ajouter ce genre de carte. On peut ajouter la carte Conviction of Faith qui soigne notre board et qui donne de l'armure jusqu'à notre prochain tour. Voilà, il y a des cartes comme ça qui permettent de survivre contre les decks agressifs et qui peuvent être ajoutées dans ce deck pour le rendre plus résistant face à ce genre d'adversaire. Mais dans la situation actuelle, en tout cas ça a été mon constat, ce deck-là fonctionne vraiment très bien. Il est il est redoutable, très solide et il m'a permis de gagner mes points bonus du coup avec cette faction. Ok, ok, on va passer au Gene Stealer, une des factions que j'aime le moins dans ce jeu. Voilà, j'aime pas trop jouer les Gene Stealers, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Il y a là cette mécanique là des sabotages que je déteste. C'est vraiment, je déteste jouer contre, évidemment, mais même de jouer les sabotages, quand je mets des trucs dans la main de mon adversaire comme ça, je me dis, mais c'est quoi cette mécanique chelou là? Enfin bref. Voilà, j'ai quand même joué les Gene Stealer parce que j'ai voulu jouer donc toutes les factions et je suis parti sur Primus, Safa, Rhiannon avec le deck Uprising qui est probablement le meilleur deck du coup chez les Gene Stealer en ce moment. Un deck qui ne contient que deux stratagèmes, donc Perfect Ambush et il est où? Et Living Icon, voilà. Pourquoi seulement deux stratagèmes? Et bien tout simplement parce que de cette manière, en utilisant le talent de Safa, et ben on peut être sûr et certain de piocher en fait assez facilement dans la game ces deux stratagèmes là du coup. Voilà.
En général, ce qu'on va faire, c'est que au premier tour de jeu, on va utiliser le talent de Safa justement et on va piocher soit Perfect Ambush, soit Living Icon. Si on joue Living Icon, si on a pioché Living Icon, on peut le jouer au tour d'après. Si on ne l'a pas pioché, eh ben tant pis, on pourra le piocher plus tard. Et Perfect Ambush, cette carte-là, elle est tellement forte. Voilà, elle est vraiment super forte et du coup, on va l'avoir en main à chaque game grâce au talent de Safa. Donc voilà, ce talent nous donne vraiment cet avantage-là ça nous permet d'avoir en main les cartes dont on a besoin dans la game et ça c'est vraiment cool. Et donc après le deck il fonctionne avec notamment le Metamorph Leader. C'est un deck Uprising, c'est un deck qui va tourner autour de cette carte-là. L'idée ça va être de remplir au maximum notre main de cartes qui vont coûter 1, d'accord? Donc on a les Jackal Scout, on a les Neophyte Initiate. Alors c'est surtout ce gars-là qu'on va vouloir jouer en masse au moment où on va sortir notre combo Uprising, d'accord? Ce gars-là, on peut en générer davantage dans notre main grâce à... Il est où? Grâce à celui-là, Néophyte Icon Bearer, d'accord? On joue cette carte-là, on attaque avec les unités qu'on a en jeu, et à chaque fois qu'on va attaquer, on va récupérer un Initiate dans notre main, ok? Donc on essaie d'en avoir un maximum. On va aussi avoir, il est où? L'autre Icon Bearer ici, qui va nous mettre dans notre main deux unités qui coûtent 2 mais qui va réduire leur coût à 1, ok? Ce qui nous permet d'avoir encore plus de drop 1 dans notre main. Et donc, une fois qu'on a réussi à assembler pas mal de drop 1 dans notre main, on va jouer Metamorph Leader, qui va réduire le coût des troupes qui sont dans notre main de 1. Nos drop 1 vont donc coûter 0, et donc on va pouvoir d'un seul coup remplir le board avec toutes nos petites troupes. Et à chaque fois qu'on va jouer une petite troupe, et on va gagner plus 1 en mêlée sur chacune de nos troupes. Plus on a de néophytes initiate à jouer de cette manière-là, plus on va générer de dégâts grâce à l'effet uprising de notre néophyte justement. Et c'est comme ça que ça fonctionne, voilà, on essaye de sortir le plus vite possible un combo dévastateur avec le métamorphe leader. Et en attendant d'y arriver, ben on a tous les outils voilà, des Gene Stealers, d'accord? On a les troupes avec Stealth. Il est où? Il est ici, Biophagus. On a Nexus. On a le stun avec Clamavus. On a tous les sabotages qui vont empêcher notre adversaire de jouer. On a une autre unité avec Stealth ici, hein, le Reductus Saboteur. On a Sanctus pour le hard removal. Ok, donc voilà, on a plein de choses. On a Atalan Leader pour le flank et pour faire des combos avec des unités avec ambush si jamais on en a. Quand on va jouer deuxième, quand on va être deuxième notamment dans nos games, on va prendre la deuxième carte défensive des Gene Stealers qui génère dans notre main une carte avec ambush, ok? Cette carte avec ambush, on va pouvoir la jouer et faire des combos avec Atalan, comme je disais, mais aussi avec le Gene Stealer familiar, d'accord? Donc voilà, on va utiliser toutes nos petites, toutes les stratégies qu'on a comme ça, tous les petits combos qu'on a comme ça. Locus aussi avec Stess, hein, j'en ai pas parlé, excellente carte. Et on va faire ça pour disturb, pour perturber le jeu de notre adversaire en attendant de pouvoir sortir notre combo infâme avec le Métamorph Leader et de prendre d'un seul coup le contrôle de la game avec un board immense, avec un max de dégâts qu'on va infliger sur le board de l'adversaire d'un seul coup également. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche et ça marche plutôt pas mal pour le coup. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, les amis, à aller faire un tour en ladder avec ce deck-là, ça marche vraiment, vraiment pas mal du tout. Ok, les Astra Militarum, une faction que j'ai vraiment bien aimé jouer lors de cette saison parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas énormément d'expérience avec Astra Militarum. J'ai un peu d'expérience avec Solar et un peu d'expérience aussi avec, comment elle s'appelle, la grand-mère, la Creed, voilà, Ursula. Mais pas trop avec Hector. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas jouer Hector justement? C'est l'occasion d'apprendre un petit peu comment il fonctionne. Et j'ai regardé un peu sur internet, j'ai trouvé plusieurs decks et tout, j'ai testé différentes versions. Et cette version-là, mais les amis, aïe aïe aïe, c'est vraiment super intéressant, ça marche super bien, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ce deck-là? Alors déjà, en early game, on va jouer
tout le côté un petit peu aggro, voilà, assez sympa qu'on a avec cette faction-là. On va pouvoir remplir le board de petites troupes qui vont venir mettre en difficulté notre adversaire. On va vraiment réussir à contrôler le board, en tout cas en early game, mais ça va pas être ça notre condition de victoire, notre plan de jeu principal. Notre plan de jeu principal, ça va être de jouer nos véhicules, ok? Donc, Chimera, Taurox Prime et les Manrus Tank, ok? Ça va être ces trois cartes-là, et en fait, en particulier, un petit peu plus spécifiquement, ces deux cartes-là, le Taurox et le Chimera, parce qu'en fait, ces cartes-là, avec Hector, on a la possibilité de les jouer et de les faire survivre pour pouvoir utiliser leur duty au tour d'après. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement grâce au duty de Hector lui-même. Le duty de Hector, qu'est-ce qu'il nous dit? 2 dégâts à un ennemi et stun. Ce duty-là, on va essayer de le conserver jusqu'au tour où on va jouer notre Chimera ou notre Taurox Prime. À ce moment-là, on va jouer notre gros véhicule. On va utiliser le talent d'Hector pour stun une troupe de l'adversaire ou le warlord de l'adversaire s'il n'y a pas de troupe en jeu. Et ça va considérablement augmenter les chances que notre véhicule survive. Et s'il arrive à survivre, notre véhicule, eh ben on peut du coup directement utiliser son duty au tour d'après pour invoquer des petits Scion qui vont pouvoir stun les troupes de notre adversaire ou pour invoquer des Shock Troopers avec de l'armure. Et donc voilà, c'est comme ça que ça marche, ce deck-là. On va chercher à jouer ces cartes-là. Si on a la possibilité de réduire leur coût avec le Vanquisher, c'est encore mieux. Si on a la possibilité de les comboter avec Vox Operator, eh ben c'est encore mieux. D'accord? Parce que Vox Operator, du coup, on n'a même pas besoin de stun l'adversaire ou quoi. On joue Chimera, on joue... Alors non, on joue d'abord Vox Operator, ensuite on joue Chimera ou Taurox Prime, et on peut directement utiliser le duty de nos véhicules. Voilà, c'est quelque chose qui marche super bien, et c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai fait des games dans lesquels l'adversaire n'arrivait tout simplement pas à gérer mes véhicules, justement parce que j'arrivais à bien m'y prendre, à bien gérer mon timing au moment où je sors mon véhicule, avec le talent, pardon, le duty de Hector, etc. Et j'arrivais du coup après à remplir le board de mes petites troupes là, et l'adversaire il était complètement dominé, complètement sous l'eau et complètement submergé. Et à ce moment-là, bah, la game elle est finie en fait, c'est gagné. Et donc voilà, c'est un deck vraiment super intéressant parce que on a vraiment un plan de jeu qui est clair. On cherche à jouer nos véhicules ici et on va chercher à utiliser le duty de Hector justement pour pouvoir jouer nos véhicules et empêcher l'adversaire de les gérer en stun, en mettant du stun sur les unités de l'adversaire. Donc voilà, c'est un deck très sympa et qui marche et que j'ai vraiment kiffé jouer lors de cette saison. Ok, alors voici le deck Dark Angels avec Belial que j'ai joué lors de la saison qui vient de se terminer. Un deck pur tempo, un deck Ravenwing aussi parce que je joue principalement des cartes de la Ravenwing du coup. Alors, pourquoi je dis c'est un deck tempo? Parce que c'est un deck en fait qui ressemble beaucoup. Alors, il n'a pas l'air comme ça, mais en fait, si, il ressemble vraiment beaucoup au deck que j'avais présenté en vidéo il y a quelques temps. Un deck tempo, mais qui jouait plus les cartes de la Deathwing que les cartes de la Ravenwing. J'ai changé ça parce que je trouve que les cartes de la Deathwing, elles sont vraiment compliquées à jouer avec Belial parce que voilà, on les pioche jamais au bon moment pour pouvoir utiliser les effets de téléport, alors que les cartes de la Ravenwing, donc c'est des gros véhicules de ce type-là en fait, hein, en fait ils sont plus faciles à jouer, on peut les jouer un peu n'importe quand, et on peut du coup aller les piocher avec Belial, ça pose aucun problème, elles vont être dans notre main et on va pouvoir les jouer ensuite quand ce sera le moment de les jouer. Et donc c'est un deck tempo parce que voilà, on va gérer le board avec Belial, avec son talent, on va piocher des cartes et on va essayer de jouer au maximum on curve toutes les cartes qu'on va piocher de cette manière. On va avoir le Librarian et le Ravenwing Speeder, donc ça change pas de ma decklist précédente. Inner Circle Compagnon, ça change pas non plus. Master Lazarus, toujours aussi solide. Sauf que là, par contre, on va changer, on va jouer le Tech Marine à la place du Deathwing Knight, ou je sais plus comment il s'appelle. Voilà, le Tech Marine, il est très intéressant parce qu'il a d'excellentes stats. 4, 4, 5 pour 4, c'est vraiment excellent. Un effet passif, donc il fait rien en arrivant en jeu, mais c'est un effet qui est vachement intéressant parce que
Ça se combine vachement bien avec, par exemple, des petits véhicules avec flank comme le Black Knight. Vous jouez un Black Knight, vous jouez un Tech Marine, vous attaquez avec le Black Knight. Si jamais il survit, hein, et ben hop, il va se soigner, vous allez générer des points de quête, et en fait c'est génial en fait, ça marche tout seul. C'est pareil avec le Ravenwing Ancient, c'est pareil avec le Landspeeder que je joue pas dans cette version du deck, mais que vous pouvez tout à fait jouer hein, à la place de certaines cartes que vous n'auriez pas. C'est pareil à nouveau again avec le Talon Master. Donc voilà, on a plein de petits combos assez sympas à faire avec cette carte-là, qui en plus a d'excellentes cartes, donc vraiment super cool. On a, je l'ai dit, le Ravenwing Ancient et le Ravenwing Talon Master. Ezekiel, évidemment, parce qu'il est trop fort. Deadly Hunters. Dark Talon, une troupe assez costaud. Hein, 4-8-8 avec Flying, c'est pas mal. Avec un petit effet de stun en plus. Donc une carte assez sympa à jouer. Voilà, si on n'a pas, même si on n'a pas forcément l'avantage sur le board, on peut la jouer pour stun un adversaire et du coup cette carte-là aura des chances de survivre. Enfin voilà, ça va mettre en difficulté notre adversaire, donc c'est une carte qui est très intéressante. Et on a évidemment, on a le Big Repulsor en late game, 10 énergie, 6, 10, 12 armor 1, donc voilà, un énorme body, et qui inflige en plus 6 points de dégâts en arrivant en jeu, donc une carte vachement intéressante pour le tempo, une carte qui vient terminer notre curve, et une carte, bah voilà, ça marche en fait, c'est vraiment très très balèze. Si on arrive à sortir un machin comme ça, tout en gérant le board grâce à son effet, l'adversaire, il va avoir du mal à revenir. Hein. Il faut qu'il ait un hard removal, il faut qu'il ait une carte aussi puissante que celle-ci pour pouvoir la contrer. Ça peut être compliqué. Et donc on a un deck comme ça qui est vachement intéressant. Voilà, on a Ancient Reliquary qui est là pour tweaker en plus du coup les stats de nos troupes. Inner Circle qui peut nous permettre d'aller chercher une certaine carte dans notre deck qui va coûter un de moins, donc vachement intéressant. On a The Rock. Alors, j'ai découvert un truc, enfin, j'ai fait une observation, je sais pas. C'est que dans un deck comme ça, en fait, cette carte-là, elle va servir à une chose. Non pas à déployer des sergents Taman, non pas à gagner des points de quest, mais en fait à se soigner. Cette carte-là, c'est une excellente carte de soin. Et en fait, ça m'arrive très souvent de me retrouver dans des situations où j'ai cette carte en main. Et en fait, je n'ai pas envie de la jouer, j'ai juste envie de la garder pour pouvoir la jouer à un moment donné dans la game, pour pouvoir soigner mon Warlord, ainsi que les troupes que j'aurai à ce moment-là. Le truc, c'est que Belial, il est quand même assez fragile comme Warlord. Il a 35 points de vie. Il va souvent devoir attaquer pour pouvoir détruire les troupes de notre adversaire. Et donc, il va perdre pas mal de points de vie. Et donc, voilà, c'est vachement intéressant d'avoir une carte de soin qui est là et en plus qui est très très forte. 3 points de soin à toutes nos unités pour 2 énergies, c'est super intéressant. Et donc voilà, cette carte-là, c'est comme ça qu'il faut s'en servir. En tout cas, c'est comme ça que je m'en sers et ça marche super bien pour moi. Et donc voilà, mon petit deck Belial qui marche très bien. Voilà. N'hésitez pas à tester. J'ai mis le lien de ma vidéo sur Belial en description et dans les fiches. Et donc, n'hésitez pas non plus à aller voir. Et on termine, ça y est les amis, le dernier deck que j'ai joué. Encore une fois, le deck Démon Xarahan. Un deck que j'aime beaucoup, un deck qui est très efficace, qui marche bien. C'est pas le meilleur deck de la méta ou quoi, hein, d'accord? Mais c'est un deck qui est très sympa à jouer quand même. Et qui marche en fait, qui marche. Si vous arrivez à avoir une bonne curve, une bonne dynamique, vous allez pouvoir vraiment écraser vos adversaires avec ce deck-là. Donc voilà, on va avoir une curve hein, du coup avec Démonette, avec Allures, Conscriptus éventuellement aussi. Alors attendez, je dis les choses mais pas comme il faut. Ok, on va avoir Conscriptus au tour 1, éventuellement à 2 énergies. Si on l'a en main, on le joue. À 3 énergies, on a Démonette ou alors Trenodic Noise Marine. Ensuite, à 4 énergies, on a Allures, on a Fiend, on a Obsessionniste, etc. Ok. 5 énergies, bon, Blitzbringer, mais aussi et surtout Malgarash, ok. Et puis après, bon voilà, 6 énergies, Tyranngoz, etc. Bon, bref, voilà. Donc vous avez compris le truc. Hein. L'idée, c'est d'avoir une curve assez basse en énergie. Il faut jouer cette curve-là, essayer de mettre un maximum de pression sur l'adversaire, sur le board, attaquer, et on va réussir à massacrer notre adversaire de cette manière.
On a également accès à un petit combo très très sympa. Vous jouez, comment il s'appelle? Blitzbringer à 6 énergies, ok? Vous le cachez avec Dark Apparition. Et ensuite, au tour d'après, à 7 énergies, vous jouez Tyrian Gauze juste à côté de votre Blitzbringer. Vous jouez ensuite Planes of Excess. Et là, d'un seul coup, votre Blitzbringer devient une bête immense avec 20 points d'attaque. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà. Et vous allez pouvoir défoncer le Warlord de votre adversaire de cette manière. Enfin, voilà, c'est un petit combo qui marche vraiment assez régulièrement. Très sympa, très très fort. Et puis on a les grosses AOE aussi, hein, Exquisite Swordsmanship et Rapturous Ruination pour conclure la game. Enfin voilà, un deck très agressif, hein, et qui marche, qui a toujours plutôt bien marché pour moi. Donc voilà, encore une fois, ce deck-là, j'en avais parlé en vidéo, je vous mets ça en description et en fiche. Et voilà les amis, on a fait le tour des decks que j'ai utilisés lors de cette saison. C'était long, c'était dense, mais ça y est, on l'a fait. Voilà, voilà. Donc j'ai joué tous ces decks-là, petit à petit, tranquillement, à mon rythme. J'ai fait mes points bonus. C'est tout pour cette vidéo, du coup. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que que ça vous aura intéressé de voir les différents decks que j'ai joués, que ça pourra vous donner des idées aussi à vous pour la saison qui vient de démarrer là. On a un événement qui vient de démarrer dans lequel on est fortement incité à jouer les Dark Angels et les Orques. Donc n'hésitez surtout pas les amis à tester par exemple le Belial et du coup le Beast Boss Morgrim que je vous ai montré. Hein. C'est des decks qui fonctionnent, hein. C'est des decks qui peuvent vous permettre de gagner vos points bonus. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça, tout ça. Voilà les amis, de nouvelles vidéos arrivent très vite. On va parler des nouveautés du jeu, on va parler du Meta Report, du Balance Patch qui, j'espère, ne va pas tarder à arriver. Et puis on va repartir après sur des deck guides, sur des lives, etc. etc. Voilà les amis, n'hésitez pas à commenter à nouveau, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et en attendant les prochaines vidéos, eh bien je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis, portez-vous bien et Juganon out.